Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local. Cette semaine, nous allons reparler de la réforme des retraites, mais aussi de l'école avec notre invitée, Sigrid Gérardin. Elle est la co-secrétaire générale du SNUEP-FSU, le syndicat de l'enseignement professionnel public. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Sigrid Gérardin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie-gestion à Paris et vous représentez donc les enseignants des lycées professionnels. Vous serez interrogé dans cette émission par 3 journalistes de nos belles régions que je vous présente tout de suite. C'est le but du jeu ici, à commencer par Anne-Charlotte Duvivier, de retour parmi nous, rédactrice en chef chez WEO TV, la télévision des Hauts-de-France. Bonjour Marie, Bienvenue, bonjour à Anne-Charlotte. De retour également Delphine Blanchard, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, journaliste à la Nouvelle République qui nous vient de Poitiers, qui représente le Centre Val-de-Loire, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Et la Nouvelle-Aquitaine, également représentée par un nouveau venu parmi nous, Sébastien Dubois, qui est journaliste au Populaire du Centre du groupe Centre France. Bienvenue Sébastien. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a des petites figures imposées, à commencer par un mini questionnaire de Proust. dont chacun et chacune, on est nombreuses aujourd'hui, d'entre nous va vous poser une question. On commence par Anne-Charlotte. Eh oui, moi, la première chose que je voudrais savoir, c'est finalement quel est votre livre de chevet ? Celui qui vraiment ne traîne jamais très loin de vous. C'est quoi sur le syndicalisme, sur l'éducation? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être d'actualité. J'ai toujours Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, pas très loin. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a un sens avec la loi sur la constitutionnalité de l'IVG qui a des chances, enfin, de passer. Donc, voilà. Toujours proche. Le deuxième sexe. Toujours relisez. Je relis des passages, c'est toujours instructif. Bon essai de lecture. Delphine. Moi, je voudrais savoir, votre ministre de l'Éducation, le ou la ministre de l'Éducation, qui, selon vous, a fait du bon boulot. Il doit bien y en avoir un ou une, quand même. Alors, il y a longtemps, il y a sûrement très longtemps, évidemment, je l'ai plus, je suis désolée, qui a été assassiné d'ailleurs après la guerre, qui a mis en place un programme important sur, pour les élèves de milieux populaires notamment. D'accord. Jean Zay, merci. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à cette Sébastien. Question. Donc, ça, c'est le... Et vous avez une deuxième question, peut-être, sur une femme une aussi. femme, une figure féminine, parce que vous êtes, voilà, vous avez parlé du deuxième sexe, vous êtes engagée dans la lutte des femmes. Une figure féminine qui, pour vous, fait référence? Alors là, j'en ai plein. Il va falloir faire un choix. Alors évidemment, il y a Louise Michel, il y a Clara Zetkin, qui a, elle, institutionnalisé la journée du 8 mars. Je pense qu'on va peut-être en parler aujourd'hui. Voilà, bon, je vais vous donner ces deux-là, mais j'en ai plein d'autres en tête. Très bien. Sébastien. Alors, c'est encore une figure tutélaire, mais votre figure syndicale préférée, est-ce que c'est une femme qui vous a inspiré peut-être dans votre engagement, ou au contraire, est-ce que peut-être une figure masculine? Qu'est-ce qui vous a peut-être amené à vous engager justement dans le syndicalisme? Ben ça, c'est une très bonne question, parce que vous avez pu remarquer qu'il y a très peu de femmes qui sont à la tête des grandes organisations syndicales. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que le syndicalisme n'est pas épargné de ce qu'on voit, le fameux plafond de verre qu'on peut voir au travail. Alors évidemment, je vous dirais Bernadette Groison, qui a dirigé pendant 9 ans la FSU, et aujourd'hui, Benoît Test, qui est notre secrétaire général et qui a montré par ses interventions et l'intérêt qu'il porte au sujet justement des droits des femmes au travail. Je vais les mettre tous les deux, je ne vais pas séparer l'un et l'autre. La parité. Voilà. Et je termine par ma question rituelle. Votre région de prédilection? Est-ce qu'il y en a une? La France, c'est vrai que la France est magnifique. Alors, c'est très difficile de choisir. Faut essayer. Allez, je vais dire la Dordogne. Mes parents habitent en Dordogne. C'est un haut lieu de lutte aussi syndical, on le sait. Hein. Et donc, voilà, je choisis la Dordogne. Et puis, c'est un haut lieu de culture entre la préhistoire, le Moyen-Âge. C'est vraiment une région magnifique et riche. C'est la Nouvelle-Aquitaine qui gagne.
Ah ben voilà, il y a 2 représentants ici sur le plateau, vous voyez. On va parler, je le disais, évidemment de la réforme des retraites. Vous êtes allé faire un tour sur le site Info Retraite? Info Retraite, oui, j'y suis allée. Vous savez quand vous allez partir à la retraite? Ah, ça va être très compliqué parce que moi, je fais partie de ces femmes. Alors déjà, je suis femme, donc plutôt pénalisée par les inégalités salariales que j'ai subies le long de ma carrière. Et en plus, je suis polypensionnée, c'est-à-dire que je ne dépends pas simplement d'un seul régime de retraite, que serait l'éducation nationale, mais aussi du régime privé. Et là, toutes les femmes qui sont polypensionnées, c'est la triple peine en réalité. Donc normalement, sur ma première partie de carrière, on devrait prendre les 25 meilleures années, mais on va prendre ça en globalité. Donc les pensions vont être calculées sur des salaires qui ne sont pas très élevés. Et en plus, j'ai le risque de ne pas dérouler une carrière complète dans l'éducation nationale, puisque j'ai déjà 53 ans et que je ne suis même pas au bout de mon premier grade. Normalement, il y a un calcul quand même sur le site. Donc, il y a une date. Un âge. Sur les trimestres. Alors, soit si on arrive à faire enterrer la réforme des retraites, je risque de partir. Je pourrais partir à 62 ans, mais avec une grosse décote. Ce qui fait que je partirai avec 1 800 € aujourd'hui. Alors que j'aurais toutes mes annuités malgré tout. J'ai travaillé, en plus j'ai fait des petits boulots à 16, 17, 18 ans. Quoi. Voilà, on va en reparler bien évidemment. Vous étiez dans la rue mardi dernier, le 31. Beaucoup de Français étaient dans la rue, entre 1,3 million et 2,8 millions, selon les chiffres de la police ou des syndicats. Ils étaient notamment nombreux dans les territoires, les Français. Tour d'horizon de ces territoires avec Roselyne Pagès et notre territoire hebdo. Comme une déferlante sur Bordeaux, dans une ambiance bon enfant. Mardi noir pour les uns, mardi au soleil pour les autres, avec une détermination au zénith. Nos aînés ont galéré à l'avoir et on se battra pour la garder, pour nous et nos enfants. Il y a du monde aujourd'hui, encore un peu plus que le 19, et pour les prochaines fois, il y aura encore plus de monde, parce que cette réforme, finalement, au-delà de dire qu'elle est inacceptable, c'est qu'elle n'est pas justifiée. Au total, entre 16 500 et 75 000 manifestants ont battu le pavé bordelais. À perte de vue, le cortège s'étend sur Blois. Au moins 10 000 personnes. À Tours aussi, ils sont encore sur le pont, plus que jamais. Le second acte de la mobilisation a confirmé l'épreuve de force. La dernière fois, je pensais que c'était peut-être pas nécessaire, mais là, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que le gouvernement se moque de nous. La prochaine fois, s'il ne comprend pas, on sera encore plus nombreux. On ne dit pas qu'il ne faut pas réformer, on dit que cette réforme n'est pas bonne. Les 1 200 €, pour les avoir, il faut avoir travaillé à temps plein et avoir eu le SMIC toute sa vie. Entre 15 000 et 20 000 manifestants qui en ont encore sous la semelle. Parmi eux, beaucoup de jeunes. C'est pour s'opposer à cette logique qui pousse à travailler plus tôt, plus vite. Je pense que la jeunesse, elle a largement son mot à dire. La retraite, quoi qu'il en coûte. De Valenciennes à Lille, en passant par Péronne, par Calais ou Beauvais, la contestation n'est pas en retrait. Petit déambulateur pour mon couvreur, voilà, ça serait sympa. On se voit mal faire notre métier, faire ce métier-là jusque même au-delà de 60, quoi, c'est pénible. À Brest, le raz-de-marée a compté au moins 20 000 personnes. Leur montée de colère n'a pas atteint son pic. L'espérance de vie en bonne santé n'est pas de 78 ans ou de 80 ans, elle est de 64 ans, me semble-t-il, pour les hommes et peut-être 65 ans pour les femmes. Donc effectivement, c'est les travailleurs les plus pauvres et les plus précaires qui vont en prendre plein la figure avec cette réforme. C'est pour ça qu'il faut absolument s'y opposer. Une opposition qui reprendra les mardis 7 et samedi 11 février. Et vous aussi, vous étiez dans le cortège, mais à Paris. Oui. Avec vos élèves aussi, certains? Parce qu'il y avait tellement de monde à Paris. Il y a des jeunes aussi. Oui, il y a beaucoup de jeunes dans les cortèges, hein, on a remarqué ça. Il y a le mouvement lycéen et le mouvement étudiant se réorganisent bien. Il y a des âgés dans les facs et ils sont présents. Ils ont un gros cortège de toute façon, déjà à Paris. Oui, tout à fait. On a vu en tout cas qu'en province et à Paris, ils étaient nombreux. Je vous propose 3 unes de nos journaux représentées ici. Là aussi, c'est une de nos figures imposées. Et celle que vous préférez,
Vous la choisissez et le journaliste qui représente le journal vous pose la question cash. Voilà. D'accord. Alors, regardez, les unes de nos partenaires. La Voix du Nord, représentée ici par Anne-Charlotte, titre « Le bras de fer continue ». C'était donc au lendemain de la mobilisation du 31, donc une du 1er février. La Nouvelle République, sur la marée humaine en Touraine. Et le Populaire du Centre, qui titre sur une preuve de force, et non pas une épreuve de force. Bah déjà, félicitations pour les titres. Ils disent tous quelque chose d'important. Alors, quelle est la une qui vous parle le plus? Le fait que la mobilisation s'ancre et continue. Je crois que c'est la Voix du Nord. La Voix du Nord. Je l'ai vu. Allez, c'est le bras de fer. Le bras de fer. Le bras de fer. La question du bras de fer. Allez, c'est Anne-Charlotte qui s'y colle pour la question cash. Oui, une question. On a vu, alors évidemment, pas mal une bonne mobilisation, mais pour autant, des enseignements qui semblent, eux, moins mobilisés. 25,92%, alors qu'ils étaient 38,5% le 19 janvier. Est-ce que c'est quoi? C'est le risque d'un essoufflement? Comment vous l'analysez, cette baisse de mobilisation? Alors là, il y a aussi une différence de chiffres entre vous et je sais bien, mais bon, alors une grosse différence de chiffres d'ailleurs, mais pour autant, si on se base quand même sur ce qu'on nous donne, il y a quand même une baisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la différence de chiffres, on va aller très vite. Aujourd'hui, les chiffres du ministère sont ridicules. Plus personne ne les croit, d'ailleurs, parce que si vous questionnez les maires dans les villes, ils vous disent tous qu'au moins la moitié des écoles étaient fermées, les collèges ont eu du mal à fonctionner, les lycées pro aussi. Il y a une collègue pendant la manif qui m'a même dit si ça continue, ils vont nous donner des chiffres négatifs. Bon, laissons cela de côté. Par contre, effectivement, la journée du 19 a été impressionnante en termes de hauteur de collègues enseignants et de l'éducation nationale dans les manifestations, puisqu'on était à 70% au niveau des écoles et à 60% à peu près au niveau du second degré. On voit que les secteurs qui sont partis très haut, comme l'éducation nationale, les services publics, même en général, on peut voir aussi la SNCF, ont légèrement baissé, effectivement, sur la deuxième journée. Mais en contrepartie, ce qu'on voit quand même, c'est que au niveau du privé, il y a eu beaucoup plus de mobilisation dans le privé. En termes de nombre aussi de manifestations sur toute la France, j'ai eu une dans les écoles privées. Ah non, je parle du privé, du oui, vous faites bien de me... Puisque vous êtes une représentante, voilà. Je suis représentante du public et j'y tiens parce qu'on est attaqué, justement. Professionnels. Non, je pensais au privé, les secteurs des banques, le secteur des assurances aussi sont entrés. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça illustre bien ce que vous dites, généralement dans les sondages, qu'il y a une contestation massive partout, quel que soit l'âge et quels que soient les secteurs d'activité. Donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose de différent. Si vous regardez la réforme de 2003, de 2010, de 2019, il y avait des secteurs en pointe. À un moment, ça a été la Poste, plutôt la SNCF. Et là, c'est vraiment diffus. Et c'est un bon signal que ça peut durer justement en termes de rapport de force. Et puis le nombre, il y a le nombre, c'est vrai que vous êtes dans les territoires et c'est bien, mais je pense que vous l'avez remarqué, il y a eu, je crois qu'on est à une 50aine de lieux de manifestation. En plus, j'ai une collègue qui m'a appelé hier, elle a organisé à Châlons, en Vendée, une manifestation alors qu'il n'y en avait jamais eu, par exemple. Alors, c'était moins nombreux, évidemment, que dans des grandes villes ou des petites villes, mais c'est la preuve que... À Montmorillon, dans la Vienne, on n'avait pas vu ça depuis 1995. Ça peut paraître anecdotique, il y avait 400 manifestants, mais il n'y a jamais eu 400 manifestants, effectivement, dans une petite commune. En revanche, mardi, il y a une partie de la France qui sera en vacances. Vous n'avez pas peur quand même que là, ça influe sur la mobilisation des enseignants qui vont être partis faire du ski et qui ne vont pas se mobiliser dans la rue? Du 7, Les enseignants au ski, ils n'ont pas trop les moyens. Mais il y a évidemment... on sait que cette mobilisation va s'inscrire dans la durée. Il va falloir qu'on tienne. Et on ne peut pas décider au prétexte que la loi est en train d'être discutée et on voit comment elle risque d'être discutée au niveau du Parlement. Pour nous, ne pas répondre à l'exigence des personnels qui veulent
continuer de montrer leur contestation. Donc, on a justement au niveau interprofessionnel, dans l'intersyndical, qui a évidemment cet élément est entré en ligne de compte. Et c'est pour ça aussi qu'on a appelé à une grève le 7 et à des grèves et des manifestations aussi le 11. Et il faudra compter de toute façon les deux. Il y a le 11, ça va permettre à certains personnels les plus précaires, on va dire, dans certains secteurs d'activité. Et à certaines femmes aussi, peut-être aussi. Et parmi les plus précaires, on le sait, ce sont les femmes, de pouvoir s'inscrire justement dans ce moment important de la contestation qu'est la manifestation aussi. Donc il faudra compter les deux. L'interprofessionnelle se revoit le 11 au soir. Elle va décider d'autres dates. Mais déjà dans les tuyaux, ça il faut qu'on se le garde, que ceux qui nous regardent le notent maintenant. Le retour des vacances, ça sera de tout le monde, de toutes les zones de vacances. Ça sera le 5 ou le 6 mars, je ne sais plus. Et là, il y a déjà une date qui est dans les tuyaux, c'est le 8 mars. Le 8 mars, les syndicats avec les organisations féministes, on veut cranter l'agenda social avec cette question des droits des femmes. Parce que ce soit la réforme sur les retraites, mais aussi la lutte sur les salaires, puisque c'est deux choses qui sont très liées, vont être au cœur des mobilisations du 8 mars cette année. Est-ce que, entre vous, dans les intersyndicales, vous parlez de grève reconductible ? Alors, ces grèves reconductibles, elles sont évoquées, évidemment. Elles ne sont pas évoquées au plus haut niveau des organisations syndicales, parce que ce choix, il appartient aux salariés. Ça veut dire que c'est la base qui va décider ? Ah oui, toujours. C'est toujours la base qui décide des modalités d'action dans son lieu de travail. Il peut y avoir sur certains territoires ou sur certains secteurs d'activité des votes pour décider de la reconductible. On verra ce qui va remonter des assemblées générales qui se déroulent un petit peu sur toute la France. Et ensuite, c'est l'organisation syndicale dans sa dimension nationale analyse ça et peut appeler un jour. Il est possible. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et je crois que chez nous, les enseignants, on a un vrai sujet sur les salaires. Les salaires sont faibles pour tout le monde et encore plus faibles pour les femmes. Et malheureusement, on a des collègues qui nous disent je vais pas, je sais qu'il va falloir que je tienne, mais je vais pas pouvoir faire toutes les dates, tous les temps forts auxquels vous appelez. Je vais peut-être faire qu'une fois sur 2, 3 sur 5. Mais bon, l'engagement des collègues va être fort. Mais on est plutôt aujourd'hui à tenter que tous ceux qui contestent cette réforme fortement et qui le disent, de les engager sur les temps forts. Alors, on entend que vous portez la cause des femmes. Je vous propose d'écouter une petite interview de Marlène Schiappa, qui était l'invitée de TV7. Et elle parle des femmes. Quand on interpelle sur les inégalités salariales, ça fait 40 ans qu'il y a des lois pour dire que les femmes doivent être payées comme les hommes. On a toujours aujourd'hui 9% d'écart de salaire. J'invite les syndicats, j'invite les partenaires sociaux à se saisir de cette question dont ils se saisissent, à mon humble avis, trop peu, et ce, malgré les interpellations de la société civile. Il y a une concertation au ministère du Travail avec les syndicats. Vous aviez uniquement des hommes et une femme. C'est-à-dire que également dans la représentation syndicale, vous n'avez pas de femmes aujourd'hui qui soient patronnes d'un grand syndicat représentatif. Ça veut dire que quand vous faites des consultations avec les syndicats sur les retraites, souvent vous n'avez que des hommes autour de la table. On en parlait tout à l'heure, la représentation syndicale et l'égalité salariale. Vous êtes d'ailleurs référente en égalité salariale également. C'est deux dossiers que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous répondez à la ministre ? Nous, on interpelle justement les pouvoirs publics et les employeurs privés à mettre en œuvre de manière effective l'égalité salariale. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont quand même dramatiquement stables et alarmants. Dans le privé, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Nous, dans la fonction publique, on est à 19% de moins de salaire que les hommes. Et si on prend à travail équivalent, le taux reste très élevé. On est à 16% de salaire en moins. En plus, on a identifié les causes depuis des années. Alors, depuis les années 70, les sociologues féministes ont déjà identifié les causes. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur des diagnostics précis dans l'éducation nationale. On a les diagnostics, mais il y a des freins énormes, notamment le frein financier, parce qu'il y a une illusion dans les pouvoirs publics, chez nos employeurs publics, que l'égalité professionnelle ne coûterait pas. Or, si on veut régler les problèmes d'inégalité professionnelle, il faut
faut mettre des sous sur la table. Et on a des propositions, évidemment, de ce Elle va même plus loin. Elle dit qu'autour de la table, il n'y a que des hommes. Est-ce que ça veut dire que quand on parle de pénibilité, on parle souvent de pénibilité masculine? Vous voyez, est-ce qu'on ne va pas plus loin, même en se disant que finalement, les critères qui sont retenus ne prennent pas en compte la femme, quoi? Les femmes et les critères qui sont pénibles pour la femme. Voilà, les critères de pénibilité qui ont été exclus, ils n'ont pas été exclus par les organisations syndicales. C'est Macron qui a décidé d'exclure 4 critères de pénibilité qui sont des critères plutôt féminins. C'est le port de charges lourdes, l'exposition aux produits chimiques. Et ça, c'est toutes les femmes, les agentes d'entretien notamment. Et puis, il y en a un 4e que j'ai perdu, mais que je vais retrouver. Mais en tout cas, c'est tous les métiers liés aux soins et aux liens. Et nous, on a porté, nos organisations syndicales ont porté ces 4 critères qu'il fallait réintégrer absolument. Mais on est face quand même à une sorte de mur quand on dit le gouvernement ne nous a pas écoutés. Il y a aussi tous les critères liés à la tension psychique de certains métiers, notamment le métier d'enseignante, beaucoup les métiers qui sont dans la fonction publique territoriale, parce qu'on est au front. On est 62% de femmes dans la fonction publique. On est au front social. On a des usagers qui sont mécontents. Il y a une paupérisation. Il y a un recul des droits pour tout le monde. Donc on est beaucoup plus sollicité et on récupère cette colère des usagers. Donc cette tension psychique, ces risques psychosociaux qu'on subit ne sont pas pris en compte dans les critères de pénibilité. Il y a un refus du gouvernement de travailler ces questions-là. En tout cas, vous êtes soutenu par les Français en ce moment, puisqu'en cas de blocage du pays, 64% des Français tiendraient l'exécutif pour responsable du blocage et non pas les syndicats. C'est un sondage Odoxa dont on va voir les chiffres. Est-ce que vous avez écouté, on parlait de ministre, la première ministre hier soir, on pense bien sûr à Elisabeth Borne, qui n'envisage pas le recours au 49.3, qui a évoqué les sujets dont on parle, la pénibilité, le débat sur les carrières longues. Pas de recul en revanche sur l'âge, enfin le recul sur l'âge légal de la retraite à 64. Là en revanche, le texte est déjà en commission, comme vous le savez, puisqu'il arrive à l'Assemblée nationale lundi prochain. 20 000 amendements ont déjà été déposés et celui-ci a déjà été retoqué, qui concerne, donc là c'est plutôt un mauvais signal pour le gouvernement concernant cet âge légal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez aussi de l'intervention d'Elisabeth Borne hier? Oui. Alors bon, c'est une réponse aussi à Marlène Schiappa, parce que quand elle dit il faudrait des syndicalistes femmes pour parler de la pénibilité, la preuve, on a une première ministre femme et elle met en place une réforme qui est profondément défavorable aux femmes en réalité. Donc c'est un peu plus compliqué que de... Et c'est Franck Riester qui a avoué que c'était plus compliqué pour les femmes. Et d'ailleurs, est-ce que vous remerciez Franck Riester d'avoir mis le doigt là-dessus, en tout cas d'avoir levé le voile là-dessus en disant oui, en toute transparence, oui, effectivement. Il l'a dit un peu différemment parce qu'il s'est un peu emmêlé les pieds dans le tapis. Je pense qu'il a dû avoir des petites remontrances derrière, mais il y a une étude d'impact sur cette réforme. Et cette étude d'impact, elle est claire. Reculer l'âge de départ de la retraite fait que les hommes travailleront en moyenne, je parle, 5 mois plus, les femmes, 7 mois de plus. Il y a toujours ce sujet de la décote. Ce sujet de la décote, c'est profondément injuste pour les femmes. On le sait parce que c'est elles qui ont des carrières les plus... C'est la mesure qu'il faut retirer, qu'il faudrait retirer. Il faut retirer cette mesure, absolument. Et si on veut imaginer... mais prenons mon exemple ou l'exemple de femmes qui... L'exemple de femmes qu'on va écouter d'ailleurs. Je propose. Allez, bien. Elles viennent d'Amiens. Des enseignants. Déjà, je ne sais pas si je vais rester dans le métier jusqu'à 40 ou 50 ans parce que c'est un métier qui est usant et en plus les conditions se dégradent. Donc moi je le vois alors que ça fait que quelques années que je suis dans l'éducation nationale et déjà par rapport à quand je suis rentrée ça se dégrade. Tous les ans il y a des fermetures de classes, de plus en plus d'élèves, des heures sup, il faut en faire de plus en plus. Alors moi c'est 66 ans même puisque j'ai commencé à 23 ans, 43 ans d'annuité, donc à 66 ans, enseigner devant des enfants avec la même énergie, le même dynamisme. Et surtout, il va y avoir un décalage générationnel absolument hallucinant. Donc pour moi, c'est pas possible. Voilà, pas possible pour ces enseignantes. Est-ce que j'allais vous demander justement parce que le problème principal, c'est quoi? C'est l'âge légal, donc 64 ans, ou alors est-ce que c'est
l'aménagement de fin de carrière. Parce que là, on les entend, ça devient insupportable, c'est plus possible, c'est trop dur, on fera pas ça. Enfin, c'est quoi finalement? C'est l'aménagement de fin de carrière ou pour vraiment compléter la question, c'est est-ce que si le gouvernement retire les 64 ans, comme le propose par exemple Charles de Courson, est-ce que c'est bon, vous rentrez chez vous ou vous continuez? On ne décide pas tout seul. Hein. Heureusement, les syndicats, c'est démocratique. Alors, déjà, c'est compliqué de parler que d'un dispositif, parce que on doit, si on veut mener l'égalité en France, comme le prétend le gouvernement, il se prétend président de l'égalité, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, etc. On doit agir de manière concomitante sur deux éléments. Sur l'égalité salariale, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les injustices, toutes les inégalités que les femmes subissent pendant leur carrière ne sont pas que reproduites au moment de la retraite, mais elles sont renforcées. Donc agir de manière vraiment en même temps sur l'égalité salariale, et tant qu'on n'a pas l'égalité salariale, il faut des éléments correctifs pour les femmes. Et la décote n'est pas un élément correctif, c'est un élément qui exacerbe les inégalités salariales, les inégalités économiques vécues par les femmes. Donc première chose, il faut arrêter ce système de décote. Décaler l'âge de départ en retraite, c'est aussi va être beaucoup plus défavorable aux femmes, parce qu'avec les carrières hachées, avec les mi-temps, une femme sur deux, à l'arrivée d'un enfant, réduit son temps de travail, voire arrête de travailler. Donc plus on va augmenter le nombre d'annuités obligatoires, plus on pénalise ces femmes. Donc il y a plein de mesures correctives aujourd'hui. Vous n'étiez pas contre la réforme Touraine Si, vous étiez contre Ah si, la réforme Touraine, on a combattu avec la les réforme annuités à 43... avec les annuités à 43 ans à l'époque, bien sûr. Vous l'aviez combattu? Oui, tout à fait. Et en 2003, la réforme... Pas de regret sur la réforme de retraite à points systémique de 2019, surtout pas. Aucun regret. Enfin, je me rappelle, rappelez-vous, Édouard Philippe, qui revient là dans l'espace médiatique et politique, avait dit les femmes seront les grandes gagnantes de cette réforme. Tout le mouvement syndical féministe et le mouvement féministe se sont appelés immédiatement. On avait organisé en 2019 un grand meeting pour démonter pied à pied tous les arguments. La réforme à points était extrêmement défavorable aux femmes, déjà. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune réforme. 2003 a été terrible pour nous. On avait, avant 2003... Qu'est-ce que vous proposeriez, vous ? Alors, déjà, annulation de l'âge de la décote. Retour à 60 ans. Mais comment fait-on, quand même, pour enflouer ? Alors... au niveau, je crois que ça a été... Je ne suis pas économiste, mais je pense que... Enfin, j'ai lu et j'ai écouté beaucoup d'économistes. Pour l'instant, on serait à 15 milliards à peu près de déficit si jamais on ne fait rien. Enfin... Le gouvernement a dépensé, sur les plans de relance, sur des choses qui étaient légitimes et d'autres moins, 200 milliards pour sauver les entreprises. Alors certaines, c'était bien, c'était important. Mais bon, d'autres qui ont bénéficié de milliards d'argent public, c'est-à-dire nos impôts, quand même, avaient une trésorerie parfaite, se sont même fait beaucoup d'argent pendant le Covid. Donc il y avait peut-être moyen de demander un petit peu de compensation à certaines entreprises qui ont bénéficié de pouvoirs publics. On appelle ça taxer les super profits. On ne va pas mettre en péril des entreprises qui ont une trésorerie énorme si on taxe... Sur la durée, c'est quand même pas tenable, je pense. Sur la durée, ça me paraît compliqué. Regardez, moi j'ai regardé, je pars en retraite en 2052. D'ici là, j'en connaîtrai peut-être 2, 3, 4 réformes des retraites. J'espère pas. Vous voyez? Non mais si, parce que la vérité c'est ça. Et qu'aujourd'hui, problème de démographie aussi, à un moment, la question se posera, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Puis les super profits, c'est aussi c'est un impôt. On parle ce qui finance les retraites, ce sont les cotisations sociales. Et c'est un one shot en fait. On taxe une fois. On peut peut-être récupérer 15 milliards, mais c'est pas sûr de pouvoir le faire tous les ans. Il y a le problème du déficit répété aussi. Alors, c'est les problèmes du financement des retraites, vous l'avez dit, c'est juste, c'est un problème de recettes, c'est un problème d'équilibre d'un budget. Donc, plus on va avoir de gens qui travaillent, plus on fera rentrer, évidemment, de l'argent pour permettre à continuer un système par répartition. Mieux on va payer les fonctionnaires, par exemple, plus il y a de l'argent qui rentre dans les caisses aussi.
C'est-à-dire qu'il faut voir cet équilibre. Donc, on ne peut pas regarder simplement le déséquilibre du système de retraite par une histoire démographique. C'est pas possible. Il faut regarder aussi la finance, le PIB, quoi, pour le dire vite. Regarder la richesse complète en France et faire des choix politiques. Où est-ce qu'on décide de partager... Où la retraite est aussi basse, ça on le sait. Hein. Pardon ? La retraite ailleurs en Europe est à 65 à 67 ans, en Italie par exemple. Donc c'est un sujet. Mais on en reparlera puisqu'on a une deuxième partie dans cette émission. Et on va parler des enseignants encore et de l'école. Donc dans cette partie, on va davantage parler de l'école, des écoles qui ferment malheureusement de temps en temps. On connaît les vides-greniers. Est-ce qu'on connaît déjà les vides-écoles? Je ne sais pas, mais il existe déjà des vides-mairies. Regardez. Première arrivée, premier servi. Les personnes étaient prévenues et certaines sont arrivées dès 8h30 pour profiter du vide-mairie organisé par la municipalité de Melvin. Chaises d'école, bureaux, tableaux et mobilier de cantine étaient mis à disposition. On a vu sur Internet, sur l'article du Télégramme, quand on est venu. On a trouvé donc des assiettes, des ramequins et une chaise. On a fait un petit don quand même, parce que c'est gratuit, mais bon, la moindre des choses, c'est donner un petit peu quand même. Donc on a donné 20 €. Moi, je me suis trouvé un tableau d'école pour ma petite fille qui va se faire, je pense, s'amuser à crayonner, à grabouiller sur le tableau. Presque 200 personnes s'étaient déplacées pour l'événement, ouvert à partir de 10h. Chacun était invité à faire un don pour le Centre communal d'action sociale de Melvin. 300 € ont été récoltés. Ah, il n'y a plus rien, tout est parti. Il reste des assiettes simplement, et un bureau. On s'est fait un petit peu déborder, on prévoira bien mieux une prochaine fois. La déception pour nous, c'est ceux qui sont venus, qui ont investi du temps, qui espéraient et qui sont repartis sans rien. On est sur une économie circulaire, c'est ça qui est important. On limite l'impact écologique, on fait vivre des produits qui étaient pour nous en fin de vie. Enfin, voilà, c'est l'essentiel est fait. Malgré le léger débordement, la maire était présente pour veiller au grain. Ah non mais moi je suis pas d'accord là. Non mais c'était pas à vendre ça. C'est l'horloge du clocher. L'ancienne horloge du clocher. Non, on va la garder. On la garde. Ouais, je suis désolée, mais là... Tant pis pour la bonne affaire, l'ancienne horloge du clocher repart dans les réserves. Voilà, ça se passait en Bretagne et c'était notre territoire et solution. Enfin, si c'est une solution. Est-ce que, petite réaction, et est-ce qu'on brade l'école aussi? Oui, c'est ça. C'est assez affligeant de voir tout ça parce que ça s'inscrit dans une politique globale de manque de financement des services publics. Ça, c'est un peu un euphémisme. Je peux aller plus loin en disant qu'on est dans des opérations de démolition quand même du service public, de la fonction publique en général. On voit ce qui se passe dans les hôpitaux. Enfin, aujourd'hui, aller à l'hôpital, rester des heures dans des personnes âgées ou rester des heures dans des couloirs, les personnels sont usés. À l'école, on est à l'os aussi au niveau de l'école et on voit la fonction publique territoriale ici dans un état qui est assez lamentable et avec l'idée de brader, c'est vrai que ça fait quelque chose quand on est attaché à l'intérêt général. Parce que les services publics, ce n'est pas que les fonctionnaires, c'est aussi tous ceux qui en bénéficient des services publics. Et c'est fou parce qu'on a quand même vécu des crises économiques, on a vécu une pandémie récente qui ont montré que plus on a des services publics forts dans un pays, plus on est capable de faire face aux différentes crises. Et pourtant, ça fait plusieurs années que ça dure, mais là, ça s'est évidemment renforcé depuis le dernier quinquennat. C'est systématique, on essaye de privatiser le service public. Et ça, c'est au détriment, évidemment, des usagers. Ça, il faut vraiment comprendre cette problématique-là. Alors, on va plus parler des enseignants, là. Oui, il y a des problèmes de recrutement qui sont importants. On en parlait, le concours du CAPES, où 25% des postes ne sont pas pourvus. Le gouvernement s'est essayé au job dating. C'est quoi la prochaine étape? Le Tinder des enseignants pour faire matcher les communes et les enseignants, pour faire matcher aussi les options qui manquent d'enseignants.
On retient la formule parce que c'est assez excellent. Bah oui, on a un vrai problème d'attractivité du métier enseignant. C'est pas nouveau. Ça a été fortement mis en lumière à cette rentrée. Nous, dans les lycées professionnels, c'est récurrent depuis très longtemps parce que quand les candidats passent parfois 2 concours, ils peuvent passer un concours de certifié pour être prof en collège et lycée et en même temps un concours pour être PLP, prof de lycée pro. Et au regard des conditions de travail, quand ils ont les deux, ils préfèrent toujours aller en collège et en lycée plutôt qu'en lycée professionnel. Ça fait des années qu'on alerte le ministère sur ce point de vue-là. Et évidemment, vous commencez à être entendu. Oui, la Cour des comptes vient de sortir un rapport tout récent, là, du 1er février, et elle est plutôt favorable à la suppression du concours. Donc c'est bientôt la fin du CAPES. Et en tout cas, elle est pour les contractuels. Donc on est en train de basculer, là. Est-ce que c'est la fin de l'éducation nationale aussi? Alors, est-ce que supprimer le concours... Alors déjà, on en parlera après, mais est-ce que supprimer un concours va faire qu'il y ait plus de candidats? Aujourd'hui, les candidats qui se sont présentés sur le job dating, ils n'avaient pas de concours. Il y a vraiment un déclassement salarial qui est honteux dans notre pays aujourd'hui. Dans les années 80, un prof qui enseignait gagnait 2,1 fois le SMIC. Aujourd'hui, on est à 1,1 fois le SMIC dans les salaires d'appel. Et quand on regarde la carrière sur les 10-15 premières années, c'est une carrière qui est assez linéaire, enfin, elle n'est pas complètement linéaire, mais on évolue très peu. On exige des enseignants maintenant qu'ils aient un bac plus 5. Donc un haut niveau de qualification. Et c'est bien, ça donne aussi la garantie, évidemment, d'une haute maîtrise disciplinaire avant d'enseigner. Donc quand les collègues sortent avec un bac plus 5, et les femmes, je pense encore aux femmes plus précisément, et qu'elles regardent la carrière d'enseignante et une carrière, par exemple, d'ingénieur, et le prix d'appel, hein, on va dire, les salaires des premières années, le choix est vite fait, en réalité. Et les conditions de travail, parce que les conditions de travail se sont extrêmement durcies, mais aussi bien à la maternelle qu'au lycée professionnel, qu'au collège. Aujourd'hui, c'est connu. Donc, évidemment, c'est un peu logique que ce soit un métier qui ne soit plus attractif. La Cour de cassation dit aussi, parmi les recommandations qu'elle fait dans ce rapport, c'est de dire qu'il faut laisser plus de pouvoir aux recteurs, de pouvoir donner des primes, parfois pour certaines académies et pour certains secteurs. Et donc là, on touche vraiment au salaire, là, pour le coup. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est entendable ? Oui, alors je pense que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas attendu ces préconisations parce qu'on est en ce moment en pleine concertation sur justement une revalorisation salariale. Et ce qui se passe, c'est qu'on est clairement sur cette histoire de primes et d'indemnités. Et comme on est en pleine mobilisation retraite, il faut bien comprendre que les indemnités ne comptent pas dans le montant de la pension. Donc, on ne règle pas avec des primes le problème de notre situation en retraite. Et quand on regarde ce qui est sur la table, on a eu la première journée mardi 8, il y a une semaine. Quand on regarde ce qui est sur la table, le montant, l'enveloppe n'est pas suffisante puisqu'elle ne permet en réalité de revaloriser que les 20 premières années. Et après, sur l'hypothèse 2, c'est 36 € de plus par mois brut qui proposerait pour ceux qui de 25 à la fin de carrière. Donc même ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et il faut regarder effectivement les salaires avec une ambition extrêmement forte. On est dans une période d'inflation. La paupérisation des enseignants, c'est vraiment en cours. On ne rentre pas dans un métier d'enseignant pour faire fortune. Vous pouvez questionner tout le monde, ça, jamais quelqu'un se dit je vais devenir prof et je vais faire... Ouais, c'est une vocation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation aussi ? Et de formation, on y rentre plus. La vocation, j'ai du mal aussi parce que ça voudrait dire que comme c'est vocation, c'est un peu... faisons-le de manière bénévole puisque c'est un métier qui vous plaît. Non, mais on entend bien. Je me doute que ce n'était pas votre... Mais non, on y rentre aussi parce qu'on aime transmettre, parce que c'est dans l'intérêt général. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Mais aujourd'hui, on n'y rentrait pas pour faire fortune il y a 20 ans, moi, quand j'y suis rentrée. Mais j'y suis pas rentrée non plus pour être pauvre. C'est pas possible. Le journalisme aussi est une vocation. Mais la question qui se pose sur la formation, c'est qu'avant pour les maîtres, il y avait les IUFM, c'est terminé. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'on a un bac plus 5 de physique quantique. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à aller face aux élèves. Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que cela crée du mal-être. On a pu le voir dans les témoignages de contractuels qui ont été embauchés. Qu'est-ce que vous suggérez pour pallier ce problème? Il faut mettre en place un véritable plan de formation et un plan de pré-recrutement des enseignants. On sait qu'après la licence, par exemple, on peut faire... Il existe des masters qui sont liés au métier d'enseignant. Mais les collègues, les futurs candidats ont tellement peu de temps, ils ont besoin déjà de passer leur master disciplinaire, mais en plus de préparer le concours à ce moment-là. Je crois qu'il faut... Et puis il faut arrêter avec cette idée de j'étais un bon professionnel, par exemple, et je serai un bon prof. Nous, on le voit en lycée professionnel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la réforme où Macron, comme Carole Grandjean, dit on va faire venir... On peut en parler. On va faire venir des bons professionnels, des profs associés, ils appellent ça un bon boucher de Limoges, par exemple, pour enseigner au lycée hôtelier de Limoges. Non, on peut être un excellent professionnel, un bon restaurateur, un bon mécanicien et être un piètre enseignant. Il y a une véritable formation à remettre en place parce que ça a été, je pense que vous vous en souvenez, ça a été complètement détruit sous Sarkozy, sous l'époque Sarkozy, et ça n'a jamais été réellement remis en place de manière ambitieuse. Et il faudrait payer les enseignants à partir qu'ils deviennent agents de la fonction publique dès le début de leur formation. La réforme, vous en parlez, alors je rebondis, la réforme Grandjean. En fait, le point qui est central, c'est qu'en gros, on se rend compte que les enfants, les gamins qui passent par le lycée pro, ils ont beaucoup de mal à s'insérer professionnellement après. Les chiffres, ils sont éloquents. Donc cette réforme, elle est dans le but justement d'aller plus loin. Alors, ils ont fait des groupes de travail et vous n'y étiez pas d'ailleurs. Pourquoi votre syndicat n'y est pas à ces groupes de travail? Si vous voulez faire avancer la cause... Une victoire. Oui, la première victoire du gouvernement sur le stage, sur les stages. Oui, mais c'est bien de le préciser parce que dans cette période de mobilisation sur les retraites, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de fatalité. Quand on se mobilise, on peut gagner. Et là, on a fait abdiquer Carole Grandjean, donc ça, c'est déjà sur une de ces mesures phares, qui était l'augmentation des stages. Mais c'était une commande politique du président Macron. Donc je pense que les PLP, les profs de lycée pro, les organisations syndicales qui se sont inscrites dans cette mobilisation peuvent être fiers d'elles. Alors après, sur la question... des stages en entreprise a diminué, voilà. Pour repréciser. Mais comme disait Anne-Charlotte, vous n'étiez pas autour de la table. Pas autour de la table. Comment on fait avancer la cause de la voie pro si on n'est pas autour de la table? Alors, quand on a vu Carole Grandjean, elle nous a présenté sa réforme en septembre. Elle nous dit, voilà, c'est très clair, il y a 4 points phares de la réforme: l'augmentation des stages, la découverte des métiers, une demi-journée par semaine en 5e, le calibrage des filières professionnelles uniquement en fonction des besoins des entreprises locales. Et dernier point, 4e mesure phare que je connais normalement par cœur. Ah si, une révision de l'organisation pédagogique, c'est-à-dire que les horaires disciplinaires, maths, français, éco-gestion, éco-droit, seraient décidés localement et n'auraient plus de grille nationale. Et ça, elle nous a dit, c'est pas négociable. Je mets en place des groupes de travail uniquement pour voir comment on va mettre en œuvre ces... Donc, vous voyez, la méthode était d'une brutalité extrême. Donc vous n'êtes pas venu. Donc, on a refusé d'y aller pour montrer notre opposition. On a utilisé ce temps pour aller dans tous les lycées pro sur l'ensemble du territoire. On a alerté nos collègues. On a construit une intersyndicale complète et ça a marché. Et ça a marché. Alors, vous parlez de mathématiques. Vous parlez tout à l'heure de physique quantique. Je vous propose de regarder un petit peu les mathématiques puisqu'elles reviennent. Retour des maths en première, c'est ce dont on parle. Et toujours ces filles qui sont quand même fâchées avec les maths. Je vous propose de regarder le cas de cette association qui essaye de sensibiliser les jeunes filles aux mathématiques. C'est un sujet qui nous vient de Public Sénat. Est-ce que quelqu'un vous a déjà expliqué pour les études scientifiques comment ça se passe? Marion est physicienne. Ce jour-là, elle a accepté de participer à un speed meeting, des sessions d'échange de 10 minutes avec des élèves de seconde pour présenter son métier et valoriser le choix des spécialités scientifiques au lycée. On considère, quand vous commencez les études supérieures, que les maths, vous les avez acquises. Donc on ne va pas revenir sur les maths que vous avez fait au collège et au lycée. Donc si vous n'en faites pas au lycée, ça va être très compliqué pour vous, donc gardez les maths. Car depuis la réforme du bac l'an dernier, les filles désertent le choix des maths et de la physique en première. Elles n'étaient que 28% à choisir ces options en 2021, contre 50% avant. Pour leurs profs de maths, elles n'ont pas assez de modèles féminins. Une piste à exploiter serait effectivement
voilà, qu'il y ait plus de représentation féminine dans ces filières, d'où l'idée de ce projet. Là, on a fait venir des intervenantes mulhousiennes qui représentent voilà, différents secteurs comme le numérique, la chimie, la physique, les mathématiques. Au menu de la journée, une pièce de théâtre. Tu veux réviser avec Bob? Oui. L'objectif est de changer le regard de ces jeunes filles sur les métiers scientifiques, mais aussi de leur faire prendre conscience des stéréotypes de sexe auxquels elles sont soumises. En elles-mêmes, elles n'ont aucun problème avec les mathématiques ou avec l'informatique, mais très souvent, malheureusement, elles sont découragées. Découragées par l'entourage, par, une fois de plus, ces stéréotypes-là. Les filles ne sont pas bonnes en maths, les filles ne sont pas faites pour l'informatique. On a tous et toutes eu cette image-là qu'on se fait dans l'esprit de l'informaticien. On voit un peu le geek négligé qui est dans sa grotte. Pour l'inspectrice d'académie, il est essentiel de remettre à égalité les capacités des hommes et des femmes à faire des mathématiques. Les filles réussissent tout aussi bien que les garçons, voire même mieux. Elles sont studieuses, elles se montrent travailleuses et intéressées, mais moins ambitieuses, parce que est ancré dans leur ADN que une fille réussira moins bien en mathématiques qu'un garçon, qu'une fille voit moins bien dans l'espace, qu'une fille n'a pas les mêmes compétences pour réussir, alors que c'est totalement faux et démontré, et ce genre de journée le montre. Casser les clichés dès le lycée pour éviter que cette pénurie de femmes ne se retrouve ensuite dans les études supérieures ou le monde du travail. Oui, on voit bien ces stéréotypes qui perdurent. Réaction, est-ce que les choses pourraient changer dans ce sens-là? Des femmes, des filles qui iraient de plus en plus vers des filières plutôt matheuses? Est-ce que c'est possible? Il faut des politiques volontaristes dans l'éducation nationale et on le voit par exemple dans les filières professionnelles. Là, on a une division sexuée des filières qui est terrible et elle correspond de fait à la division sexuée dans la population où en réalité il n'y a que 17% sur les 80 familles de métiers qui sont mixtes. En réalité, jamais il y a eu de politique volontariste pour travailler les stéréotypes à l'école. Alors, il y a des grands... Parfois, il y a une note de service qui va tomber, mais il faut prendre en charge complètement ce travail. Et là, on entend, non, les filles ne sont pas plus nulles en maths que les garçons. Et d'ailleurs, même, il y a beaucoup d'études qui sortent, notamment de la DEP, qui est un service de l'éducation nationale, qui montre que, au lycée, quand une fille se considère moins bonne moins bonne en maths, moyenne en maths, elle ne choisit. Voilà, c'est ce qu'on appelle notre complexe d'infériorité qui perdure. Non, il faut Delphine, peut-être sur les maths. Le ministre de l'Éducation nationale est venu dans la Vienne il y a la semaine dernière, il se déplace très rarement, et il a inauguré l'école du futur. Et alors pour lui, l'école du futur, c'est une école tout numérique, avec du digital partout. Avec beaucoup de maths alors. Avec des écrans. De codage. Tout ça. Mais pour vous, l'école du futur, c'est quoi concrètement en fait? Il faudrait que ce soit quoi? L'école du futur, ça doit être une école qui réduit les inégalités. Ça, c'est extrêmement important. C'est une école qui doit mettre en place des choses qui réduisent les inégalités sociales, qui réduisent les inégalités entre filles et garçons aussi, qui réduisent les inégalités, qui luttent contre des stéréotypes qui ont des effets extrêmement graves. Je pense évidemment qu'il doit lutter contre les violences sexistes et sexuelles, contre l'homophobie. Voilà, ça, c'est une école du futur. Après, les outils. Est-ce qu'il faut du numérique? Est-ce qu'il faut plus de papier? Les outils, c'est pas le problème. C'est quel objectif on se donne pour l'école du futur? Une école professionnalisante, d'une certaine façon, avec des stages, par exemple alors, vous parliez des stages tout à l'heure. Est-ce que les patrons veulent de cette augmentation des stages? Est-ce que c'est pas eux, finalement, qui ont dit non, mais ça, on n'en veut pas, plus que les syndicats? Et est-ce que le lycée pro est encore utile quand on développe l'apprentissage, la manière dont le font les gouvernements successifs? Alors, le lycée professionnel, il présente un rôle social majeur dans notre société. Il permet à 650 000 jeunes mineurs, c'est-à-dire un tiers de la jeunesse lycéenne, qui est orientée par défaut, parce que qui vient dans la voie professionnelle, ce sont des jeunes aux résultats fragiles, majoritairement de milieux extrêmement fragiles économiquement aussi. Ces jeunes-là, nous, on les récupère. C'est des élèves qui sont cabossés par leur vie. On les récupère et on arrive à leur donner un premier niveau de certification par un diplôme. Ces jeunes-là, l'apprentissage n'en voudrait pas.
obligatoirement. D'ailleurs, l'apprentissage est profondément discriminant puisqu'ils recrutent majoritairement des garçons et qui refusent aussi tous les jeunes issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Nous, on récupère tout le monde. Et grâce à l'enseignement professionnel, à une forme d'alternance entre les entreprises et l'école, on les remobilise pour une appétence en réalité à l'école, on leur redonne confiance en eux et ce qui permet aussi après, ils ont le choix soit de poursuivre leurs études souvent spontanément en section STS, ou soit d'entrer dans la vie active. Sauf que ça marchait. En 2009, ça marchait parfaitement. En 2009, on a subi une première réforme assez brutale. On a perdu une année de formation. On est passé, pour avoir un bac pro, avant, il fallait 4 ans. On est passé à 3 ans. En même temps, il y a eu maintenant l'impossibilité de redoubler au collège. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos élèves arrivent en lycée pro, 80% d'entre eux ont moins de 15 ans. Il y a 15 ans, c'était l'inverse. On n'avait que 20% des jeunes qui venaient en lycée pro qui avaient 13 ans. Avant, ils sortaient à 20 ans. 100% de nos élèves sortaient du lycée pro à 20 ans. Donc, plus employable, on va dire, parce que 2 ans entre... Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous avez vu qu'entre 18 et 20 ans, ils évoluent, ils sont plus matures et c'est bien. Et nos élèves, c'était ça. Ils avaient le permis, ils avaient un premier niveau de qualification et donc une insertion professionnelle excellente. Donc aujourd'hui, les problèmes que soulève Carole Grandjean ou d'autres, qui sont les problèmes d'insertion, eh ben, ces problèmes-là ont été carrément orchestrés et organisés par les ministres successifs. Je rappelle que vous représentez les enseignants de lycée pro, d'ailleurs. Une dernière question peut-être sur le bac pro, qui est quand même, vous le disiez, très dévalorisé aussi, d'une certaine façon. Moi, j'avais une question sur Parcoursup, juste parce que c'est un outil qui est censé quand même, à mon avis, à un moment, rendre accessible et peut-être un peu plus égalitaire l'accès au BTS ou à une licence ou quoi que ce soit. Quel est votre regard sur Parcoursup? Est-ce que c'est vraiment une garantie d'égalité d'accès pour ces jeunes qui sortent de bac pro? Alors, j'avais participé à l'époque à toutes les réunions qu'il y avait eu sur Parcoursup avant la mise en place. Et en fait, ce qui était éclairant, c'est qu'il parlait beaucoup des élèves de lycée pro. Mais pas pour dire comment on fait pour créer un outil pour favoriser les poursuites d'études, mais comme un alibi. Regardez, les élèves de lycée pro ne réussissent pas à la fac. Regardez, les élèves de lycée pro. Ils ont utilisé l'alibi des élèves de lycée pro pour rendre plus sélectif l'accès en réalité aux études supérieures. Et on a vu une chute de la part de nos élèves, parce que les filières STS, elles sont assez sélectives. On a vu vraiment, avec l'arrivée de Parcoursup, une chute de nos élèves, de l'accès aux sections STS de nos élèves. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il faut absolument ouvrir des places supplémentaires dans les sections de BTS, parce que nos élèves maintenant ont 18 ans, ce qui n'est pas le cas en apprentissage. Ils prennent des élèves plus vieux, enfin des jeunes plus vieux, parce qu'ils sont salariés en apprentissage. Et nos élèves ont 18 ans et ils ne sont pas prêts à rentrer dans le monde du travail tout de suite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est poursuivre leurs études. Donc, c'est charge normalement au ministre de l'Éducation nationale, qui prétend en plus être attentif aux inégalités, d'ouvrir des classes de ce point de vue-là. Voilà, on vous a bien entendu. Merci beaucoup, Sigrid Jardin. À vous. On termine là-dessus. Merci à vous trois. Bienvenue Sébastien, merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Merci. Merci. Merci.